Bonjour à tous, nous allons voir ensemble le chapitre extrémisme d'hier et d'aujourd'hui. Vous devez prendre devant vous votre cours, dont voici la première page. Le cours a été soit distribué en classe, soit il est disponible dans Teams. Vous ouvrez Teams, vous allez en dessous dans Équipe, vous sélectionnez le cours d'histoire, puis prenez Général. Vous arrivez dans le canal de Madame Evrart et vous sélectionnez Fichier, puis Support de cours, où se trouvent tous mes cours. Ouais. Si vous avez un souci, vous m'envoyez un petit chat dans Teams. Vous devrez compléter votre cours au fur et à mesure, c'est-à-dire souligner et faire des annotations, ainsi que de répondre aux questions. Vous devrez peut-être mettre sur pause pour avoir le temps de noter, n'hésitez pas. On va parler des extrémismes, par exemple l'extrême droite, mais aussi l'extrême gauche, que vous connaissez sans doute moins. Ce cours est en 3 parties, le communisme en URSS, le fascisme en Italie, puis le nazisme en Allemagne. Tous les 3 débutent à quelques années d'intervalle. La première partie du cours concerne ce qu'on appelle l'URSS communiste. L'URSS, c'est probablement une région du monde qui vous parle pas trop, mais on va se plonger dans son histoire. Ce pays est très pauvre, et ça va produire des révoltes qui vont amener petit à petit à un régime dictatorial et extrême, qui s'effondrera il n'y a pas si longtemps puisque j'étais déjà née et que je suis très jeune. Prenez la première page de votre cours et lisons le document 1. Au début du XXe siècle, la Russie est un pays encore très peu développé. L'immense majorité de la population travaille dans le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture. Toutefois, des industries commencent à se développer dans les grandes villes comme Moscou. Avant la Première Guerre mondiale, la Russie était une monarchie absolue, dirigée par le tsar. Une monarchie absolue, c'est quand le monarque, donc le roi, a absolument tous les pouvoirs. Vous pouvez souligner dans ce texte les mots monarchie absolue et le mot tsar. Le mot tsar, vous pouvez le noter, ça signifie roi. Il existe une grande pauvreté chez les paysans, et la Première Guerre mondiale affaiblit encore le pays, ce qui mène à une grande révolution en 1917. Un certain Lénine dirige le Parti communiste et s'empare du pouvoir après la Révolution. Il veut créer une société égalitaire, sans pauvres ni riches. Le tsar est destitué et un nouveau gouvernement est créé. C'est la Révolution russe. 1917, c'est l'année de la Révolution russe. La Russie avait abandonné la Première Guerre mondiale en cours de partie, et c'est à cause des révolutions dont on parle ici. Les gens en ont marre d'être pauvres, et le nom Lénine vous dit peut-être quelque chose. Il veut être plus proche du peuple. Le communisme, ça vient du mot commun, comme dans mettre en commun. Vous pouvez le noter sur le côté, le communisme égale tout à tout le monde, ni pauvre ni riche. Toutes les richesses sont distribuées chez tout le monde pour éviter la pauvreté. Alors ça a l'air top comme ça, c'est très séduisant de supprimer la pauvreté, mais on va voir que ça va coûter cher à la liberté du peuple. Vous pouvez souligner aussi qu'on veut l'égalité dans la société, que le tsar est destitué, il reçoit son C4, et c'est la révolution russe. Après cette révolution, la Russie devient l'URSS, c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques. Vous pouvez le noter quelque part, gros pays. Notons que ces territoires vont bouger entre 1917 et 1991, mais attention, l'URSS, c'est pas juste la Russie. Alors Lénine, c'est lui, il veut que tout le monde soit égal. Ça veut dire aussi que tout le monde doit faire la même chose et obéir à ce que lui propose. Si quelqu'un fait un pas de travers, les sanctions sont drastiques, c'est ce qu'on va voir. Pour atteindre les objectifs économiques, le parti impose sa dictature, ou son pouvoir absolu, sur le pays. Peu après la mort de Lénine, un seul homme règne sur le parti, c'est Staline. Celui-ci est le maître de l'État et l'État contrôle tout. Le régime devient totalitaire. Vous soulignez que c'est une dictature et que c'est Staline qui remplace Lénine à sa mort. Totalitaire, vous pouvez noter que ça veut dire que l'État contrôle tous les domaines de la vie. L'État totalitaire contrôle donc les médias, les radios et les journaux, les artistes, l'école, ce sont des outils de propagande. Ils doivent célébrer Staline et les réussites du régime. Ils donnent une image mensongère de l'état du pays. La population est contrôlée par la police politique. La justice n'est pas indépendante. Des procès sont truqués, il y a des déportations de centaines de milliers de prisonniers dans des camps de travail qu'on appelle les goulags. Les goulags, c'est la prison mais en pire. Imaginez-vous en Sibérie, dans la neige, à devoir trimer comme un esclave. On veut à tout prix éviter d'être capturé pour le goulag. Les violations des droits des gens, on arrête les gens sans raison, on les envoie dans les camps de travail, on fait des exécutions, etc., sont monnaie courante, ça arrive tout le temps.
Les libertés sont donc clairement diminuées, vous ne pouvez pas faire un pas de travers et les sanctions sont violentes. La répression s'abat sur les contestataires et même les membres du parti soupçonnés de vouloir s'opposer à Staline. S'installe un climat de terreur. La répression, c'est le fait de sanctionner quelqu'un. Souvent c'est violent, on n'hésite pas à faire disparaître quelqu'un qui l'ouvre un peu trop. Ici c'est très important, vous pouvez noter un point d'exclamation. Le droit des gens est sacrifié à l'idéal de la société sans classe et à celui du développement économique visant l'expansion d'une industrie lourde, le charbon et l'acier. Ça veut dire qu'on s'en fiche des individus en fait. Le but c'est que le collectif se porte bien. Tout le monde doit travailler dur pour tout le monde. Si tu es fatigué, tu vas travailler quand même car tu es au service de ton pays. Et on veut développer le pays grâce à l'industrie, donc du boulot, il y en a. On passe à la page 2 avec un document rédigé en 1933, donc une quinzaine d'années après la Révolution russe. La tâche essentielle du plan consistait, tout en transformant l'URSS en pays industriel, à éliminer jusqu'au bout les éléments capitalistes, à élargir l'économie et supprimer les classes sociales. Donc Staline, dictateur, a un plan précis. Vous soulignez le mot industriel, qui rappelle que tout le monde doit se mettre au travail, vous pouvez le noter. Il veut aussi éliminer les éléments capitalistes, on va voir ce que c'est, et enfin supprimer les classes sociales. Vous pouvez noter sur le côté que supprimer les classes sociales, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus de riches ni de pauvres. Comme vous avez l'œil et que vous êtes extrêmement attentif, vous avez remarqué que c'est un document écrit, et l'auteur est Staline lui-même. Je rappelle que Staline, c'est le successeur de Lénine. Les deux avaient le même but d'une URSS communiste où toutes les richesses sont mises en commun pour éviter qu'il y ait des pauvres et des riches. Parenthèse sur le capitalisme, le but du capitalisme, c'est d'avoir le plus d'argent possible. J'ai une entreprise avec des machines, je gagne de l'argent, je l'utilise pour acheter encore plus de machines et gagner encore plus d'argent. Dans ce système, les riches s'enrichissent de plus en plus, tandis que beaucoup de pauvres restent pauvres. Je veux accumuler de la moula, des bâtiments, du capital, et j'en veux toujours plus. Le but, c'est de faire du profit, peu importe les conséquences, sur la planète ou sur les humains, par exemple. Donc Lénine et Staline, ils veulent supprimer, donc tuer ou chasser, tous les capitalistes et aussi tous ceux qui ne pensent pas comme eux. On arrive ainsi au document 3. Regardez le titre du document. Le camarade Lénine nettoie notre terre de la saleté. C'est ce qui est écrit en russe en dessous de l'image. Vous pouvez observer un homme avec un balai et vous devinez qu'il s'agit de Lénine. Observez comment il est habillé. Il porte un simple habit noir et un béret. Il n'est pas riche, il n'est pas pauvre, il est simple. Par contre, ceux qui le balayent, on les reconnaît. Ils portent des couronnes, des sacs d'or, ce sont les riches, les capitalistes. Vous pouvez souligner le camarade Lénine. Les Russes parlent toujours de camarade. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un empereur, c'est l'un des nôtres, notre ami, notre modèle, notre camarade. Ce mot est très important. Première question, qui est Lénine ? Puisque vous retenez tout ce que je vous dis, vous vous souvenez que c'est celui qui a renversé le régime des tsars pour installer sa politique à lui, le communisme. Son nom est encore connu aujourd'hui, vous devez le retenir. Deuxième question, qu'est-ce que la saleté dont on parle ? Vous l'avez deviné, il balaye les gros riches. Cette affiche, c'est une caricature, donc les riches sont représentés gros ou obèses, car on veut montrer qu'ils ont l'argent de manger du homard à chaque repas. Vous avez de la place pour ajouter 3 informations. La première, c'est quel est le type de ce document ? Les plus formidables d'entre vous auront reconnu que c'est une iconographie. Deuxième information, est-ce que c'est une trace du passé ou un document postérieur ? Juste à côté de l'image, on voit que cette affiche date de 1920, soit à l'époque même où Lénine commence à faire le ménage, comme ils disent. Le document date de l'époque dont il parle, c'est donc une trace du passé. Dernière information, ce document est-il objectif ou subjectif ? Alors pour rappel, objectif, c'est un document neutre dont le but est d'informer. Il n'y a pas de message ou d'avis en particulier et on peut confronter plusieurs points de vue différents. Subjectif, c'est un document engagé, le but est de convaincre ou de manipuler, ou en tout cas, il y a un message ou une opinion dedans et l'auteur va donner son avis. Exemple, il fait 12 degrés, c'est un fait, c'est une information, j'ai pas d'avis là-dessus. Par contre, si je dis qu'il fait froid, c'est mon opinion et peut-être que tout le monde ne pense pas comme moi. Revenons à notre affiche. Son but est-il de nous informer ou de nous faire passer un message ? Vous aurez reconnu que, puisqu'on traite les gens de saleté, c'est qu'il y a quand même une opinion qui apparaît dans l'affiche. C'est donc subjectif, car il y a un message qui est « Lénine est formidable », contrairement aux capitalistes qui sont des gros pouilleux. On passe au document 4 de la page 2, c'est le drapeau de l'URSS. Les couleurs sont super importantes, surtout le rouge. Cette couleur représente à plusieurs endroits du monde la lutte, le sang, et montrer jusqu'où on est prêt à aller pour gagner.
Ici, c'est la lutte du peuple, des pauvres, contre les tsars, donc les rois et les riches. Il y a aussi des symboles représentés en jaune. Si vous avez les yeux ouverts, vous reconnaîtrez deux outils. Le marteau, qui symbolise le travail ouvrier dans les usines et les industries, et l'autre outil, c'est ce qu'on appelle une faucille. C'est ce qui est utilisé par les paysans dans les champs. On a donc les outils que le peuple utilise pour travailler. C'est montrer qu'on travaille dur en URSS et que les paysans et les ouvriers luttent ensemble contre les méchants riches. Quant à l'étoile, elle représente le Parti communiste, ce parti qui souhaite qu'il n'y ait plus de classe sociale, que toutes les richesses soient mises en commun. C'est aussi le peuple qui est au pouvoir et pas les riches, c'est l'importance des camarades. Mais voilà qu'on passe à la page 3. Dans le document 5, vous voyez une nouvelle affiche. La traduction du texte russe est « Merci à notre cher Staline pour notre enfance heureuse ». Observez l'image. Vous voyez deux enfants qui remercient un joli moustachu en lui offrant des fleurs. On comprend ce qui se passe grâce au texte. Les jeunes remercient Staline, le successeur de Lénine en URSS, pour leur enfance heureuse. Ce document est une affiche, donc comme pour l'autre, la nature du document, c'est une iconographie. Quant au message du document, on le devine grâce à ce qui est écrit. C'est grâce à Staline et à sa politique que nos enfants sont heureux. Et comme les enfants, c'est ce qu'il y a de plus sacré, ça montre à quel point le camarade Staline est un bon chef d'État. C'est en tout cas ce que dit l'affiche. Vous pouvez ajouter que cette affiche dit du bien de Staline. Elle essaye de convaincre, voire de manipuler la population pour que tout le peuple adore Staline. Je vous avais dit que l'idée de mettre les richesses en commun était pas mal, ça veut dire qu'il n'y a plus de pauvreté, que tout le monde aura à manger, et que les riches seront moins riches puisque leurs richesses seront redistribuées équitablement entre toute la population. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut que tout le monde soit d'accord de partager ses richesses. Si une seule personne se dit « bah non, ma voiture je l'aime bien, je la garde », le système se casse la figure. Donc, il faut une police terrible pour obliger tout le monde à vivre de la même manière. En plus, ok, tout le monde aura une maison, mais ce ne sera pas une villa avec piscine. Or, il y a des gens qui ont assez avec une cabane dans les bois et d'autres qui ont besoin de plus d'espace. On ne peut pas tous vivre de la même manière, on n'a pas tous les mêmes besoins. Tout le monde aura une voiture dans le communisme, mais ce sera la même voiture pour tout le monde. Or, certaines ont une famille nombreuse, d'autres préfèrent le vélo, vous avez compris. Une autre critique du communisme, c'est qu'en plus, en vérité, la pauvreté disparaît pas vraiment avec ce système. Les libertés sont trop bafouées et il reste toujours des gens qui crèvent de faim dans le pays. Au final, la population sera heureuse de quitter le communisme tellement tout était interdit. On passe au document 6, qui montre justement toutes les victimes du communisme. Dans la colonne de gauche, vous pouvez voir les modes de répression, c'est-à-dire les sanctions, puis une estimation des personnes concernées, ainsi que les décès qui y sont liés. Ces chiffres, c'est bien une estimation. La condamnation politique, ça concerne les peines de prison ou les peines de mort si vous n'êtes pas d'accord avec Lénine ou Staline et que vous avez osé l'exprimer ou agir. Les goulags, on en a parlé, vous devez retenir ce que c'est les camps de travail forcés en Sibérie, où on envoyait travailler les gens contre leur gré. Les déportations, c'est le fait de déplacer des hommes, qu'ils le veuillent ou non. T'as pas le choix, c'est une obligation. La guerre civile, c'est une guerre parmi la population. C'est pas un pays contre un autre, mais des citoyens qui se battent entre eux dans leur propre pays. Ça montre que la guerre civile et la révolution ont été très importants dans l'histoire de la Russie. La collectivisation forcée, c'est le fait qu'on met tout en commun, que ça te plaise ou non. On va te prendre tes richesses pour les distribuer, un peu pour toi, un peu pour tes voisins. Si t'es pas d'accord, tu seras puni. Le dernier, la conservation des stocks de céréales, c'est le fait que les céréales n'appartiennent pas aux agriculteurs, mais à l'État. L'État possède tout, donc tu cultives tes céréales, mais après, tout va à l'État, et ensuite seulement l'État redistribue tout à la population. S'il y en a assez, tu en recevras peut-être. Ensuite, vous avez un exercice dans lequel vous devez relier les mots avec leur définition. Étant donné que je viens de tout expliquer et que vous êtes extrêmement attentif, ça ne devrait pas poser de problème. Voyons le premier. Condamnation politique. Est-ce que c'est l'État qui met en commun tous les biens ? Non. Est-ce que c'est les hommes qui sont envoyés pour faire la guerre ? Non. Est-ce que si on a des idées différentes de celles du gouvernement, on est enfermé ? Absolument. Les goulags, vous commencez à bien connaître ce terme, il s'agit évidemment de ces camps de travail forcés, en Sibérie, dans le nord de la Russie, avec peu de villages tellement il fait froid. C'est le dernier point à droite. Les déportations, qu'est-ce que ça peut être ? L'État met en commun tous les biens ? Non. Les hommes sont envoyés pour faire la guerre ? Non. Si on est capitaliste ou dans d'autres cas, on est déplacé loin de chez soi ? Bingo ! Réquisition durant la guerre civile. Est-ce que c'est le premier ? Non. Est-ce que les hommes sont envoyés pour faire la guerre ? C'est bien ça, vous êtes très très fort. On est réquisitionné contre notre volonté pour se battre contre nos concitoyens. La collectivisation forcée, est-ce que c'est l'État qui met en commun tous les biens, qu'on le veuille ou non ? En effet. Ce qui nous laisse le dernier, car c'est l'État qui gère la production et la distribution de l'agriculture. On arrive à la fin de cette première partie concernant le communisme en URSS, il reste une synthèse à la page 4. À la fin du 19e siècle, le capitalisme fait fureur, où ça ? En Europe, et dans le monde occidental.
Du côté du territoire de l'Empire russe, les font la révolution, ce sont les paysans. Ils veulent de meilleures conditions de vie. Durant l'année, c'est dans la première page, et c'est l'année 1917, le tsar russe est renversé et un fameux camarade dont on a déjà parlé arrive au pouvoir, c'est Lénine. C'est le début de l'URSS et le pouvoir du parti le parti de Lénine, c'est le parti communiste, qui est contre le ce régime économique dont le but est de s'enrichir comme jamais, c'est bien le capitalisme. Les communistes veulent supprimer les classes sociales, le fait qu'il y a des pauvres et des riches, et ils donnent de l'importance au travail, le pouvoir aux ouvriers. Leur but est d'augmenter l'économie du pays, l'agriculture, la santé, l'enseignement, tout mettre en œuvre pour améliorer le niveau de vie. Les communistes suppriment ou mettent dehors tous ceux qui ne rejoignent pas leur idéologie. C'est un régime, c'est aussi dans la première page, la dictature existe dans tous les domaines de la vie sociale, c'est donc un régime totalitaire. Le gouvernement a beaucoup de pouvoir et n'hésite pas à employer des sanctions sévères telles que les camps de travail forcé, vous l'avez j'en suis sûre, les goulags. Les capitalistes sont déportés ou punis, voire exécutés. De même pour les anciens propriétaires. Il n'y a plus de propriété puisque tout est distribué par celui qui possède toutes les richesses et les redistribue selon sa volonté, c'est l'État. Si cette synthèse ne vous dit rien du tout, c'est que vous étiez distrait. Normalement, c'était facile de la remplir. Il reste un petit bout de page qui explique la différence entre le capitalisme et le communisme. Si vous avez 2 vaches et que vous êtes capitaliste, vous en vendez une pour acheter un taureau afin de faire des petits, pour au final posséder plus de vaches, vendre plus de lait et devenir plus riche. Si vous avez 2 vaches et que vous êtes dans un système communiste, le gouvernement vous prend vos 2 vaches et vous donne du lait et de la viande gratuitement, ainsi qu'aux autres citoyens. Ça, c'est une image, évidemment, ça fonctionne pas exactement comme ça, mais c'est pour bien comprendre. En dessous de ce petit exemple, vous pouvez noter une dernière chose. En Russie, on a des révoltes de paysans en 1917. Ça se termine en régime totalitaire, avec les travailleurs au pouvoir. Vous pouvez aussi ajouter l'importance du mot « camarade », qui montre que ce sont les travailleurs qui sont au pouvoir. L'URSS va s'effondrer en 1991, ce sera la fin du régime communiste là-bas.